Bonjour mesdames et messieurs. On va saluer et accueillir bien chaleureusement nos invités. Donc à ma gauche, Jean-Louis de Valmigère, à ma droite, Stéphane Guilbault. Voilà, on peut les applaudir, hein, ils sont... voilà. Donc on est là pour cette fois-ci parler du coût de la malbouffe, des conséquences économiques, sociétales, psychologiques, géographiques aussi, de la malbouffe, voilà, qui régit un petit peu nos vies aujourd'hui. Alors, Jean-Louis de Valmigère, vous avez eu un parcours qui a commencé en fait, vous avez travaillé pour la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Vous avez été consultant, vous avez été restaurateur, bien connu, propriétaire de chez Yvonne, des Windstube chez Yvonne et du Zum Strissel. Et vous êtes, depuis quelques années, engagé pour avec notamment la création du Forum européen d'éthique alimentaire, vous êtes engagé pour une meilleure productivité, pour une meilleure alimentation, en fait, du grand public, du public en général. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Vous avez vu en fait l'évolution depuis les années 70, la disparition petit à petit des petits producteurs, des paysans aussi. Enfin, vous avez vu toute l'évolution et surtout l'installation des grandes surfaces en périphérie des villes. Je crois que c'est quelque chose dont vous voulez nous parler pour nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on est arrivé à la situation d'aujourd'hui où règne l'industrie agroalimentaire au détriment des petites structures. Oui, merci. Je voudrais juste rajouter à mon CV, parce que j'y tiens un petit peu, ça fait partie de ma personnalité, c'est un beau souvenir aussi, que en fait, j'ai commencé ma vie dans l'éducation nationale en enseignant le français, l'histoire et la géographie dans un collège technique. Alors ça m'a beaucoup marqué dans mon expérience, puisque ça m'a donné l'envie de communiquer avec des jeunes et de me préoccuper d'eux. Et ça m'est resté, donc j'en ai encore aujourd'hui la mémoire. Alors en fait, le problème de l'histoire est important. Comment on en est arrivé là? Il faut savoir que ce que nous faisons à l'heure actuelle ne satisfait personne, mais que ça a des causes. Et si on n'a pas compris ces causes, on ne peut pas en comprendre aujourd'hui les conséquences. Dans les années 60, se créent les premières grandes surfaces. C'est un carrefour créé par un monsieur Marcel Fournier à Annecy, qui révolutionne ça. Alors il se trouve qu'aux États-Unis, il y avait un gourou, il y avait un consultant de génie qui avait des grandes théories sur la révolution de la distribution, qui a vendu ses séminaires une fortune. Parmi les auditeurs de ce séminaire, il y avait ce Marcel Fournier, il y avait M. Mullier, il y avait M. Louis Allais de Promodès, il y avait M. Leclerc. Enfin, tous ces acteurs que vous voyez aujourd'hui sont allés à ces séminaires et ont essayé de comprendre le message de ce monsieur qui s'appelait Trujillo. Il rentre en France, et en France, qu'est-ce qui se passe? On est au moment où, après le président Pompidou, le président Giscard d'Estaing est élu, et Giscard d'Estaing a à faire face à un problème terrible. Les prix, aujourd'hui, l'inflation, plus personne ne sait ce que c'est, parce que les chiffres en sont tellement faibles et tellement ridicules qu'ils n'ont pas d'influence sur notre vie de tous les jours. Mais à l'époque, c'était 1% par mois. Tous les mois, les prix augmentaient de 1%, soit en moyenne 12% par an. Entre 10 et 14, il y a eu une année d'inflation à 14%. C'est énorme et ça, évidemment, ça ampute le pouvoir d'achat. Ça ampute le budget des ménages. Et à cette époque-là, le budget de l'alimentation était de l'ordre de 37 à 40% du budget du ménage. Donc vous voyez le poids de ça et le poids de ces augmentations de prix permanentes. Ces augmentations de prix permanentes sont liées à une économie qui fonctionne de cette façon-là. Et le président Giscard d'Estaing a dit il faut que ça cesse. Puisque ces grandes surfaces commencent à apparaître, je les convoque et je leur demande de se battre sur les prix. Moyennant quoi, en échange, je leur donnerai toutes les autorisations qu'ils veulent d'ouvrir n'importe quoi, n'importe où. Je résume et je caricature, bien sûr. Mais la réalité, elle commence là. Et donc, vous avez
un développement inflationniste de ces grandes surfaces qui deviennent très vite extrêmement puissantes, qui vont voir les mairies. Alors on parlait de lobbying avant, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de lobbying, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'enveloppe, mais une chose est sûre, il y a eu des bouts d'autoroute, il y a eu des parkings, il y a eu des tas de choses. Vous me donnez l'autorisation de faire mon supermarché, moi je vous paye votre parking, ou moi je vous paye votre bretelle d'autoroute, ou. Donc vous avez ce développement exponentiel des grandes surfaces, avec des arguments très simples et qui frappent très bien l'imagination. J'ouvre un hypermarché de 10 000 m², je crée 200 emplois. Ah oui, c'est bien, j'ai 200 emplois de plus sur ma commune, c'est fantastique. On oublie juste de dire qu'à côté, on en détruit à peu près autant dans le petit commerce qu'on détruit. Alors quand on parle de petit commerce, il ne faut pas penser aux épiceries. On détruit évidemment les épiceries de quartier, mais on détruit aussi les droguistes, il n'y en a quasiment plus. Et on détruit tout ce qui va autour, c'est-à-dire les fruits et légumes, les fromagers, les crémiers, les bouchers de quartier. Vous pouvez vous promener à Strasbourg, vous n'avez presque plus de bouchers de quartier. Moi, j'habite en centre-ville, je les connais tous et je les compte sur les doigts d'une main, et encore, ça suffit plus que très largement. Donc vous avez ce développement inflationniste des hypermarchés, et on leur dit, c'est leur mission, vous devez faire baisser les prix, baisser les prix, baisser les prix, baisser les prix. C'est le leitmotiv permanent, car il faut lutter contre l'inflation, il faut lutter contre l'inflation, il faut lutter contre l'inflation. Bien, et qu'est-ce qu'on fait? Ce ne sont pas des philanthropes, ils baissent les prix. Pour baisser les prix, ils convoquent les industriels et ils disent... Ben écoutez, la boîte de haricots verts que vous me faisiez à temps, moi je la veux à temps en dessous, etc., etc., la bouteille de vin, le fromage, et on arrive à ce que les grandes surfaces ont un tel pouvoir économique d'achat, par leur puissance d'achat, qu'ils font pression sur les industriels pour baisser les prix. Les industriels sont bien obligés de le faire, et donc... ils grappillent sur la qualité, enfin ils grappillent sur tout, sauf sur le merchandising, parce que dans la grande surface, vous avez 30 pots de confiture ou 30 pots de haricots verts. C'est votre pot de haricots verts à vous, votre boîte de haricots verts à vous qu'il faut voir, c'est votre pot de confiture à vous qu'il faut voir. Donc ils investissent énormément dans la communication, et c'est là que vous voyez naître, c'est le début de toutes ces campagnes que vous voyez aujourd'hui. Parallèlement, la même chose se passe avec le monde paysan. Le monde paysan, on leur dit, bah, écoutez, moi les pommes de terre, je vous donne tant, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Le paysan, il n'a pas le choix, il ne les vend pas, il les donne. On en a parlé tout à l'heure. On en arrive à des prix qui sont pas possibles, c'est-à-dire qui ne couvrent même pas le prix de revient et qui ne couvrent notamment pas le salaire de l'agriculteur. On rappelait tout à l'heure que le salaire moyen d'un petit agriculteur, c'était de l'ordre de 400 € par mois. Enfin, plus personne ne travaille pour 400 € par mois. Donc, c'est pas ni le SMIC ni le RMI. Enfin, il faut vraiment avoir la passion pour travailler pour ce prix-là. Donc, voilà la genèse de l'histoire. Et voilà pourquoi la concentration a fait qu'on est arrivé par la lutte contre l'inflation qui partait d'une très très bonne intention, on est arrivé à créer des concentrations telles que le pouvoir réel, il est là. Il n'est pas forcément là où on croit qu'il est, c'est-à-dire notamment dans les ministères, le pouvoir économique a écrasé tout. Alors, je termine rapidement, je vais être bref maintenant. Quand j'ai vu arriver ça à Strasbourg, donc le premier ici s'appelait Robert Jung, il a créé le SUMA, le premier SUMA à Strasbourg, place Kléber. C'est historique, c'était je crois en 54 environ, ou 55, enfin ça n'a pas d'importance, c'était avant les années 60. Et il est très malin, donc il fait ça, il le fait bien, et il calcule tout bien. Alors lui, son origine, c'est les grands magasins Jung et les grandes galeries, donc Schildikheim et ici les grandes galeries à côté. Et il développe ses chaînes de supermarchés. Il s'affilie à une grande chaîne plus grosse que lui pour avoir des prix plus bas, parce qu'on se bat tout le temps sur les prix. Il s'affilie à Paris-Doc, et comme à Paris-Doc, pour rentrer, il faut payer un droit, et que Robert Jung, il n'aime pas payer. Donc il ne paye pas, mais il donne à Paris-Doc en échange le mot SUMA.
C'est pour ça que vous avez des SUMA dans toute la France. C'est né à Strasbourg, place Kléber, et ça a essaimé dans toute la France parce que Robert Young n'a pas voulu payer ses droits d'entrée et les a payés sous forme de cession d'un nom. Il avait créé déjà un grand magasin qui s'appelait Bag, et Paris-Doc lui dit bah, ton Bag, tu vas l'appeler Mammouth comme tout le monde, donc voilà pourquoi il y avait un Mammouth à Strasbourg. Mammouth écrase les prix. Mammouth écrase les prix. Il y avait une célèbre contrepétrie. Tout à fait. Tout le monde a compris la contrepétrie. Et alors tout ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est que tout se concentre. Promodes, qui est une petite société qui s'appelait Promodis, je crois, au début, et une petite société de distribution basée quelque part dans le Cotentin ou en Normandie, enfin dans ce coin-là, rachète tout autour, petit à petit. Alors Promodes, c'est une aventure extraordinaire. C'est monsieur Antoine Allais, je crois, enfin, c'est le père de Paul Louis, qui au moment du débarquement des Américains, se dit, oh là là, les Américains s'en vont, et tous ces camions, il récupère tous les camions pour une demi-bouchée de pain, à peine, et il organise des livraisons dans les villages, puisque tout était détruit, donc il fallait livrer à manger. Et il organise des circuits de livraison, il fait fortune, et il crée des magasins, et il crée des grandes surfaces, et lui, c'est Shopee, Champion, 8 à 8, et Continent, les grandes surfaces. Et lui, c'est le grand artisan du rachat. Donc il rachète tout autour de lui, petit à petit, donc il concentre. Et quand on disait que j'ai travaillé dans la distribution, donc j'ai travaillé chez Auchan, puisque à l'époque, en sortant de la chambre de commerce, c'est moi qui ai implanté le Auchan de Haute-Pierre. J'étais payé pour ça. C'était le 4e Auchan de France. À l'époque, je travaillais en direct avec M. Mullier, celui qui avait été au séminaire de M. Trurillo. Et le 4e, c'était une affaire de famille. 4 hypermarchés, aujourd'hui, c'est en centaines, je ne sais même plus combien il y en a. Et Auchan, qui est une société familiale encore. Donc, on n'est pas dans des sociétés boursières où on a accès aux comptes, c'est une relative opacité parce que c'est familial. Auchan, Promodes discute avec Carrefour et il commence à créer des super centrales d'achat. Alors, quand on disait tout à l'heure qu'il y avait 4 centrales d'achat, c'est vrai, il y en avait une trentaine, et puis ça se concentre, et je suis prêt à parier que de 4, on va passer à 3, etc. Donc, plus la centrale d'achat est grande, plus elle écrase les prix, plus les industriels sont écrémés par le haut, donc seuls les plus gros survivent, les petits disparaissent, les paysans, on n'en parle pas, et le commerce en centre-ville, de toute façon, comme il n'y a plus que des succursalistes, des chaînes, il n'y a presque plus d'indépendants, et quelques indépendants de haute qualité dans le cas de l'alimentation, notamment dans le quartier ici. Vous voyez comment on en est arrivé là. On en est arrivé à un déséquilibre économique parti d'une bonne intention, la lutte contre l'inflation. Je vais arrêter là parce que sinon... Non, mais merci beaucoup. C'est très intéressant. Tout ce que vous venez de dire est extrêmement intéressant. De revenir sur l'historique de la situation d'aujourd'hui. Et Stéphane Guilbault, vous faites vraiment, c'est parfait, comme vis-à-vis. Vous venez du monde de la communication. Vous avez été directeur artistique d'une entreprise, d'une société de communication. Vous avez travaillé dans le marketing visuel. Puis à un moment donné, vous avez complètement changé de cap. Vous êtes devenu formateur pour adultes et vous vous êtes spécialisé dans le changement des comportements alimentaires. Ce qui me semble vraiment un sacré défi. Donc en fait, vous êtes Jean-Louis Valmigère, c'est-à-dire vous prenez acte de la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la baisse de la qualité, là, ce que vous sous-entendiez, de la baisse de la qualité des produits due à l'industrialisation, à la production industrielle, donc baisse de la qualité des produits, et surtout de la soumission de tout un chacun au diktat du marketing, en fait, de la publicité alimentaire. Ouais, tout à fait. Vous prenez, je dis juste encore 2 secondes, la désobéissance alimentaire. Vous êtes également auteur, notamment de Stop aux mensonges dans l'assiette, et encore de 3 autres livres sur le même sujet, notamment Je ne mange pas de produits industriels. Et vous êtes un exemple vivant, vous mettez en acte votre engagement, vous le concrétisez vous-même par votre attitude et votre comportement alimentaire, et donc ça, on va en parler. Et si vous voulez bien nous expliquer comment vous êtes arrivé là.
Donc oui, quand il est arrivé la transformation de l'aliment, puisque l'alimentation est devenue un produit, c'est vrai que l'État avait autre chose à penser et il avait des sujets graves. Et en ayant ces sujets graves, il a décidé dans chaque pièce, il y avait une activité. Et une des pièces, il y avait l'alimentation. Et il a décidé de mettre des sales gosses avec des crayons de couleur dans une pièce toute blanche. Et la déco a été refaite à notre insu. Et quand on s'en est rendu compte, c'était vraiment trop tard. C'est une parabole pour expliquer qu'on leur a donné les clés, et en leur donnant les clés, on s'est rendu compte bien trop tard qu'ils s'étaient installés, et qu'ils avaient installé surtout à travers des publicitaires, dans la logique du marketing visuel, ils avaient installé des habitudes. Moi, ça a commencé dans les années 80 en fait. À la fin des années 80, c'était génial. Moi, j'ai voulu faire ça parce que je pensais que quand c'était beau, c'était d'utilité. Dans les années 80, il y avait Jean-Paul Goude, il y avait les premières publicités, et surtout on passait de la réclame à la publicité. Donc moi j'étais jeune directeur artistique, au départ j'ai été un communicant, puis ensuite jeune directeur artistique, et c'est passionnant quand on vous donne comme premier sujet, alors je ne sais pas si c'est un hasard, mais à l'époque on vous donnait toujours les parfums et les sous-vêtements. Donc en fait c'est génial parce que c'était l'industrie du luxe, l'industrie de ce qu'ils appelaient la ménagère de moins de 50 ans à l'époque, etc. Et moi, j'étais content de travailler dans des studios avec des mannequins, etc. etc. C'était très grisant. Mais après, quand vous avez fini vos classes, on vous donne des budgets alimentaires. Et c'est là qu'on se rend compte que, moi j'ai été élevé en partie par ma grand-mère, je me rendais compte que j'étais plus du tout en adéquation avec ce que ma grand-mère m'avait appris, très cutéreux, main dans la poche, on compte ses sous, enfin vraiment la terre telle que je l'aimais. Et en fait, je violais l'éducation que ma grand-mère m'avait donnée. Et j'ai eu énormément de mal à sortir de ce système parce qu'il me plaisait. Il me plaisait parce que c'est un acte de séduction massif. On travaille, quand on est dans ce processus-là, on doit bien entendu faire du graphisme, du marketing, de la sociologie. J'ai fait de la psychothérapeutie pour mieux comprendre les faiblesses du comportement en fait, du consommateur, pour mieux le séduire. Et c'est un acte de séduction permanent qui a énormément de moyens, qui travaille non pas sur le packaging. Donc le packaging, c'est les emballages comme marketing visuel pourrait le préfigurer. Ça, on travaille bien en amont sur l'image que vous aurez du produit, la représentation que vous en ferez. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé quelque chose d'extraordinaire. On a créé le besoin des marques chez les adolescents pour créer le phénomène d'adolescence, l'adulte qui veut rester adolescent. Puisqu'on s'est dit, une marque, il y a un vecteur qui était très compliqué. S'il avait mangé sa poudre de cacao, ses céréales, sa boisson préférée, il allait devoir arrêter un jour puisqu'on allait le mettre devant des responsabilités d'adulte et on ne voulait surtout pas que ça arrive. Parce que peut-être il le transmettrait à ses enfants, mais on perdrait un client. Donc il fallait créer ce mouvement de vintage où on adore en fait très régressif sur les produits qu'on mangeait. Et ça a été créé par des campagnes de communication auxquelles j'ai participé plus ou moins, et qui étaient en fait des techniques qui étaient très nouvelles en France, qu'on appelait l'hyperbolisation paroxystique. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, c'est extrêmement simple. Alors, en plus, c'est hyperbolisation, paroxystique et burlesque parfois. C'est-à-dire, on prend un sujet, on en fait une hyperbole pour décaler le problème, pour le traiter non pas sur sa source, mais sur ce qui est le plus flatteur. Et une fois qu'on a fait ça, on le mène jusqu'au bout de la stupidité, le paroxysme absolu, et on y met une pointe d'humour pour que les gens s'en rappellent. Et c'est ce phénomène-là qui a sorti toutes les pubs les plus mythiques des années 80, qui font qu'on est très addictif à ces marques-là, parce qu'on a l'impression qu'elles font partie de notre enfance. Voilà. Donc ça, c'est pour une critique en règle du système marketing, de publicité. Tout à fait. Bon, alors vous ne parlez pas particulièrement, mais appliqué aussi à l'alimentation. Alors oui, à l'alimentation, puisqu'on s'est rendu compte que le phénomène de l'alimentation est extraordinaire, il faut y revenir 3 fois par jour. Il y a la fameuse 14 minutes. La 14 minutes, c'est ce que votre enfant va faire à table le matin. 14 minutes extrêmement importantes, qui vont rapporter énormément d'argent à ceux qui vont fabriquer les produits pour le petit déjeuner. Il y a ensuite le budget de 172 milliards que représente en fait la bouffe en France. Donc ce budget-là, on ne peut pas le laisser partir et chaque part est grignotée. Alors il y a des parts qui ont été créées sur par exemple l'apéro snacking aujourd'hui. L'apéro c'est super chouette, on le snack et il a toutes les couleurs, il pèse quand même 2 milliards. Donc vous voyez que des secteurs comme ça sont divisés pour toujours capter où que ce soit les 3 repas principaux, puisque en Occident, principalement en France, on a 3 repas, et le petit snacking, on ne dit pas grignotage, on dit snacking, et tous les petits moments conviviaux, puisqu'en Europe, on est dans une logique d'alimentation conviviale.
Voilà. Donc, alors, vous dites aussi, bon, alors on va y arriver. Comment est venue votre envie de changement, hein? Il va falloir. oui. Alors, mon envie de changement. Vous dites, vous avez participé à cette propagande joyeuse. Donc Oui. là, c'est ce que vous Oui. venez de nous décrire, cette propagande joyeuse de l'industrie alimentaire. Et, Je reprendrai oui. la phrase d'un de mes pères, qui est Jacques Séguéla, pour qui j'ai travaillé, qui me disait on a fait nos petits Goebbels. Alors, c'est très violent. C'est très, on très a fait violent. nos petits Goebbels. C'est très violent, donc le mais il vous laisse. propagandiste nazi. Exactement, parce qu'il disait c'était ni plus ni moins que de la propagande. Alors je sais que le propos est violent, mais il a écrit plusieurs fois, et aujourd'hui, avec du recul, je comprends ce qu'il voulait dire. Mais est-ce que, alors, à un moment donné, vous êtes trouvé en rupture par rapport à votre conscience? Enfin, comment est-ce que c'est arrivé? Oui, je ne l'ai pas écrit dans le livre, mais je suis en rupture avec ma conscience, ma grand-mère, avec qui je m'entendais très très bien, et aussi parce que je suis tombé malade. Je suis tombé malade. J'avais accès à l'alimentation industrielle presque gratuitement, puisque en fait, on était sans cesse remercié par des envois de cadeaux. Vous travaillez pour une entreprise de chocolat, vous recevez 2 cartons de chocolat à Noël, etc. etc. On peut vous demander pour quelle entreprise vous avez travaillé? Alors, oui, le groupe, c'était Kraft Food. Donc, Kraft Food. Vous savez, on recevait... c'est Mika, non? Pas que les fameux petites explosions, tous les petits trucs explosions, c'est toutes les barres céréales grosses qui sont toutes petites. Donc les petits Mars, les petits Bounty, tous ces petits trucs, et vous recevez 2 cartons de mini Bounty, mini ouais, ça Twix, fait bien vite 5 kilos, quoi. Donc après, des campagnes pour du lait, des campagnes pour du sucre, des campagnes pour des yaourts, des campagnes pour... Donc en fait, c'était très intéressant, et nous étions les premiers convaincus, ça il faut quand même pas l'oublier, on m'a pas forcé, j'étais quand même le premier convaincu que ces produits étaient certes futiles, mais indispensable. Je dirais pas utile, indispensable. Et à force de manger ces produits-là, j'ai commencé à prendre du poids, et j'ai commencé à aller de plus en plus souvent chez le médecin, qui n'avait qu'une solution médicamenteuse pour moi, et je me retrouvais plus du tout là-dedans. Et j'ai arrêté du jour au lendemain. J'ai tout arrêté. J'ai arrêté de manger comme je mangeais, j'ai quitté le monde publicitaire dans lequel j'étais pas dénué de menaces, puisqu'on m'a dit tu pars avec pas ce que tu sais, mais avec ce que tu as vécu, tu reviendras plus selon ce que tu fais. Donc c'était quand même une menace déguisée. Et il a fallu que je me réinvestisse, à avoir une autonomie financière qui ne corresponde plus du tout en fait, à tout ce qui était agroalimentaire. Et ça a été extrêmement compliqué. J'ai galéré 10 ans quand même. Hein. Vous étiez? J'ai galéré 10 ans. J'ai vraiment galéré 10 ans. D'accord. Donc, bon, vous avez été malade, il y a eu un ras-le-bol aussi. Vous avez fait vous-même le lien entre l'alimentation, enfin, vous, avec votre mode de vie, puisque le problème, c'est ça, en fait. Et là, on en revient oui, je voudrais rebondir au sujet. parce que là, je suis quasiment en parallèle. Donc moi, je participe, je suis dans la distribution, je participe avec enthousiasme à ça. Quand je crée le Auchan à Haute-Pierre, je suis persuadé de faire une bonne œuvre pour la ville. Et puis, je vais apporter un supermarché dans une zone, vous connaissez tous Haute-Pierre, enfin tous les Strasbourgeois, il n'y avait pas un commerce. Donc les gens pourraient faire leurs courses. Enfin, j'étais persuadé d'œuvrer pour le bien commun. J'en avais la conviction intime. Alors, le système Auchan, enfin tous les systèmes de distribution sont conçus comme ça. Celui qui crée n'est pas celui qui gère. Donc moi, je m'étais passionné à créer ça. Et Mullier me dit, bon, maintenant, je vais nommer un directeur. Je dis, mais pourquoi? Ça va bien, il y a un tel, tout va bien. Il me dit, non, vous avez été des créateurs, maintenant, il me faut des gestionnaires. Merci. Je suis gentiment parti chez Promodes, et là Promodes, je parlais dans mon histoire personnelle, j'avais enseigné, donc Promodes m'offrait la possibilité de monter un service formation pour le personnel. Moi j'étais ravi, donc j'ai travaillé à la formation des directeurs du supermarché. J'étais sur les moyennes surfaces. Hein. Donc je ne travaillais pas pour Continent, mais pour Champion. Donc les 1000-2000 mètres. Hein. Le seuil pour appeler un hypermarché, c'est 2005. Donc je travaillais là-dessus. Alors c'était intéressant parce que je travaillais avec des gens qui faisaient des rayons de fruits et légumes. Enfin, c'était humain, c'était bien. Et j'étais heureux de faire ça. Mais Promodes avait un principe sacré. Les gens des bureaux, enfin les intellos, quoi. On s'en méfie un peu. Les cols blancs. Les cols blancs, oui. Donc, il faut qu'ils fassent du terrain. Alors moi, le terrain, c'était pas compliqué. Je faisais un petit peu de travail au niveau des camions sur la livraison, et j'ai fait des tas de choses d'ailleurs sur l'amélioration du travail des chauffeurs.
Et puis, on était obligé de participer au comité d'achat. Donc, je participe, 2 mots, hein, je participe au comité d'achat et là, je vois quelque chose d'incroyable. Je vois des gens, alors le comité, on est une dizaine, je vois des gens à qui on achète des choses, qu'on convoque, on ne les invite pas, on les convoque à des heures n'importe quoi, dans des bureaux pas décorés, enfin, on a des attitudes. Je ne sais pas, je crois que c'est le patron de Nestlé, enfin c'est le patron d'un grand groupe industriel qui dit « Nous étions convoqués comme dans un cabinet de juge d'instruction, les murs étaient nus et c'était des méthodes qui... » J'ai commencé à me poser des questions là, et c'est là que j'ai fait un peu mon rejet. Donc j'ai aussi vécu quelque chose qui ne m'a pas plu, et là je me suis dit, alors... moi, dans mon groupe d'achat, il y avait quand même Coca-Cola et Le Sieur, c'est-à-dire pas, c'était pas des petits, et j'avais pas pitié d'eux, mais je me disais, et le petit Andros des confitures, qu'est-ce qu'il doit souffrir? C'était les débuts de confiture Andros, et les agriculteurs et les coopératives. J'ai dit, mais c'est atroce. Et j'étais choqué. Donc moi, c'était extrêmement violent. Violent, le mot est faible. Hein. C'était très, très, très violent. Le type, il sortait à poil ou il vendait pas. Hein. Donc, je sais de quoi je parle quand je dis que les prix étaient complètement pressurisés et que le gars sortait de là avec son déficit garanti. C'était pas possible. Mais la grande surface n'en avait rien à foutre. Elle devait vendre à tel prix. Et en plus, elle avait toujours l'œil rivé parce qu'il y avait la rivalité Promodès-Leclerc. Hein, la Bretagne et la Normandie, hein, quand même. Hein. Et donc, Intermarché qui n'était pas loin, je crois que c'était Nantes. Enfin, c'était tout ça, le Grand Ouest. Et donc, cette violence-là, elle s'est traduite par les disparitions de paysans, par les disparitions des petites industries au bénéfice des plus grosses et des absorptions. Enfin, tout ça, on connaît. Mais ça s'explique très bien. Et quand on l'a vécu, au début, on ne s'en rend pas compte. On l'a fait dans l'enthousiasme. On l'a tous fait, tous les deux. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on a tous les deux été enthousiastes et tous les deux, à un moment, on a eu un cas de conscience. Oui, vous êtes fait des repentis. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça. Quand on y communiquait, en fait, pour ces gens-là, on finit par faire partie un petit peu de la famille. Et en faisant partie de la famille, ils ne font plus attention que l'on vit des scènes devant eux qui sont extraordinaires. Moi, j'ai vécu, c'était à l'époque en francs, un agriculteur qui venait porter des abricots, et on lui avait dit à l'époque, mais tes abricots, je te les vendrai pour, mettons, 12 francs. J'ai vécu ces scènes devant moi. Et donc, la responsable des achats, elle dit, attends, lui, il arrive, oh, ben, je vais me le choper. Et quand il arrive, elle lui dit, on ne te l'a pas dit. On ne m'a pas dit quoi? Mais c'est fini l'abricot, maintenant c'est la pêche. Donc, pour te faire plaisir, je te la prends à 6. Voilà. Et voilà les techniques auxquelles on assistait, en fait. Et nous, on était derrière pour communiquer pour la marque sur les abricots ou la pêche. On est mal. Ça a été beaucoup dénoncé ces dernières années, ces méthodes ça a changé. voyous. Je pense que ça a changé, oui. Bon, en tous les cas, vous êtes tous les deux des repentis de la grande distribution, chacun dans votre domaine, je crois qu'on peut dire ça. Et alors, Stéphane Guibaud, mais ça s'adresse aussi à Jean-Louis de Valmigère, vous prenez vraiment la nécessité de sortir, d'échapper à l'industrie, enfin, au diktat de l'industrie agroalimentaire. Pour arriver à changer son alimentation, il faut arriver à se détacher. Mais comment? Intellectuellement? Il faut se détacher psychologiquement aussi? Quand vous avez été... Du goût, oui, bien sûr. Dans la désobéissance alimentaire, ce que je vais expliquer, c'est que quand vous travaillez nuit et jour sur de la communication alimentaire, vous finissez par vous rendre compte qu'on fait dire n'importe quoi à l'annonceur et qu'il y a une réception de l'autre côté qui est absolue. Donc, je trouve ça extrêmement dangereux. Il a fallu, pour mon métier dans le marketing et pour mon métier de formateur, que je travaille énormément sur l'alimentation générale. Donc je suis remonté très très loin sur l'alimentation, mais sans aucun a priori. Je me suis tapé des bouquins de 800 pages sur l'alimentation, j'ai assisté à des colloques, des formations, etc. Et il m'est remonté une chose, c'est qu'on a une mémoire extrêmement courte de consommateurs industrialisés. Et ça fait la force en fait de la communication aujourd'hui. C'est qu'on n'arrive pas à voir ce qui s'est passé au-delà de 70 ans. On en parle, on en a entendu parler, mais on n'arrive pas à comprendre que aujourd'hui, nous vivons un nutritionnisme ambiant. C'est-à-dire que les marques se sont emparées d'un message nutritionnel qui finit par être un bruit assourdissant. Les gens ne comprennent plus rien. Et c'est presque, on dirait que c'est presque fait volontaire, parce que tout le monde veut y aller de son information. Les lobbies, une étude, contre-étude, c'est pas vrai, on met le doute, on réinstalle, etc., etc. Ceux qui ont de l'argent vont finir par avoir le dernier mot.
Et on se retrouve en fait avec des messages qui sont complètement désordonnés, mais qui finissent toujours par amener le consommateur vers ce que l'industrie agroalimentaire essaie de faire passer comme message. Donc je me suis dit, mais qu'en était-il avant et comment ça se passait? Et quand vous commencez à lire et que vous sortez de ces dernières 70 années, vous vous rendez compte que les gens mangeaient, c'était pas tout rose, mais ils mangeaient essentiellement de la protéine animale, de la protéine végétale, des oléagineux, et en fait, ça porte un nom. Ça porte le nom de régime crétois, régime abkhaze, régime okinawayen, etc., etc. Et il y a aussi une logique, parce qu'on parle des cueilleurs-chasseurs. Oui, mais alors le cueilleur, c'est ce qu'on me met tout le temps. On me dit, arrêtez de parler des cueilleurs-chasseurs, vous parlez d'un monde d'il y a plus de 40 000 ans. C'est faux et archi faux. Déjà, c'est 100 000 générations, nous sommes qu'une dizaine de générations industrielles, il y a 800 de l'agriculture, 800 générations, et on est à 100 000 générations de cueilleurs-chasseurs. Et ce n'est pas vrai de dire qu'il n'existe plus. Il existe malheureusement trop peu, encore des populations, des tribus cueilleurs-chasseurs aujourd'hui, qui vivent très très bien, qui sont très très grands, qui sont en bonne santé et qui vivent longtemps. Les cueilleurs-chasseurs d'il y a 30 000 ans, ce sont des gens qui avaient un problème de survie au-delà de 30-35 ans parce qu'ils devaient se battre en permanence contre le fait qu'ils étaient aussi une proie. Ils n'étaient pas que prédateurs. Nous sommes devenus prédateurs massifs, nous. Et donc, en fait, c'est des faux débats et des faux problèmes. Après, moi, ce que je dis souvent, tout le temps, on n'est pas obligé de me croire. Mais je ne me suis pas levé un matin en me disant, je vais écrire dans un livre mes convictions. Vous vous doutez bien qu'il a fallu que j'aille ressourcer toutes les informations que j'avais, ça a été un travail colossal, et que les points que j'amène ne sont pas des critiques, mais un point de vue pour donner une autonomie au consommateur, qu'il arrête de croire que son enfant a des carences en calcium, qu'il arrête de croire que son enfant ne mange pas assez de ci, de ça, qu'il essaie surtout de se poser la question, qu'est-ce que je devrais donner à mon enfant? Ben déjà, tout ce que l'industrie agroalimentaire ne fabrique pas, oui, c'est ça, ne fabrique pas, et revenir à ce que l'on a fait pendant des centaines et des centaines de générations. Manger des produits que, aujourd'hui, ça paraît évident de tenir ce discours, hein, mais c'était plus difficile il y a 20 ans. Des produits que la terre produit, que le local fabrique, que nos agriculteurs en détresse proposent, etc., etc. Sans débat hein, sur le bio, tout ça et tout. Oui, oui, mais je veux dire le produit le plus brut, déjà. C'est déjà une bonne base. Alors, d'accord, donc ça c'est ce qui est aussi très fréquemment dénoncé, c'est les produits industriels, enfin les produits préparés, les plats préparés, voilà. Les plats préparés, donc ça vous prenez évidemment de ne pas trop les consommer ou le moins possible. Moi, pas du tout même. Hein, mais, d'accord, alors... Je suis tolérant sur beaucoup de choses, je trouve que le plat cuisiné, alors quand j'entends plat cuisiné, pour moi, un plat cuisiné industriel. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a les moyens techniques de produire des choses simples. Et pour des raisons de profit, on produit une autre alimentation qui est ultra transformée. Celle-ci, elle coûte cher. On en parlera tout à l'heure, elle coûte cher dans beaucoup de domaines. D'accord. Donc, l'alternative du bio, l'industrie du bio. Est-ce que c'est une alternative à la consommation, on va dire, actuelle, sachant que la consommation, enfin plutôt l'industrie du bio a tendance, et vous dénoncez dans votre livre, à devenir une analogie de l'industrie classique? Alors, le bio ne guérit pas. Il ne rend pas malade. Mais en tout cas, il ne guérit pas. J'insiste sur ça parce qu'on le présente comme l'aliment miracle. Pas du tout. Ouais. Le bio, c'est une alternative pour que l'on puisse manger des produits de la terre le plus longtemps possible. Parce qu'on a un problème de pérennité dans le temps avec les produits conventionnels. Ça, c'est le premier point par rapport au bio. Deuxièmement, le bio propose non pas une analogie, mais une alternative. Et vous avez bien fait de le relever, je vais expliquer. En marketing, on travaille énormément sur ce phénomène-là qui est l'analogie et l'alternative. Si vous avez un produit qui n'est pas censé être extraordinaire, mais qui en tout cas génère un profit, et qu'on se rend compte qu'une mode commence à s'installer, je dis bien une mode. Alors, les modes sont, attention, je vais revenir dessus, hein, le gluten, le light, le halal, le kasher, le bio, le bébé, etc. On sent que c'est un phénomène de mode. On ne sait pas si c'est un vrai changement ou un phénomène. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se laisse faire et on fait de l'alternative, c'est-à-dire que le consommateur dit « bah oui, mais je mangeais mal parce que je faisais ça, ça et ça, je vais changer de dogme alimentaire, je vais changer de paradigme et je vais
alternativement changer. Au lieu de produire mes pâtisseries avec une farine transformée sans goût, sans intérêt, etc., je vais me réintéresser alternativement à ce que les petits magasins bio me proposent. Ça, on n'en veut pas. Donc en fait, on travaille par analogie. On dit, ils mangeaient de la merde, on va leur faire manger de la merde, mais de façon analogique. Vous aimez ce produit? Il existe en bio. Vous aimez ça? Vous aimez le gluten? Enfin, vous aimez les produits sans gluten? On va vous le produire aussi, et même en bio. À la fin, ce sont des produits ultra transformés qui répondent uniquement par analogie à une demande complètement factice, en fait, qui ne résout pas le problème initial. Si on est intolérant au gluten, je connais bien le problème, j'ai ma femme et ma fille qui le sont, je leur propose des alternatives que sont les farines de châtaigne, les farines de pois chiches, les farines, on parlait des légumineuses tout à l'heure, des légumineuses, le sarrasin, mais surtout pas des produits à base de farine de riz ultra transformée, des fécules de pommes de terre, des amidons de maïs. Ce sont des produits transformés. Et c'est ça, en fait, que vous aimiez les croissants très gluténiques, on va vous faire des croissants sans gluten. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Un croissant, s'il existe, c'est parce qu'on a boosté la logique de production pour que les pâtes puissent lever, etc. On ne peut pas faire un croissant avec de la farine de sarrasin, je suis désolé. Bon, des subplacements qui vont devoir... Et là, on est dans une alimentation complètement déstructurée. Donc l'analogie, c'est une force de frappe terrible. D'accord. Donc, vous êtes assez critique sur, je crois, hein, sur la production bio, parce que oui, c'est vrai, j'avais oublié. Voilà. Et aussi, il faut parler de son coût. Oui, j'avais oublié. Oui, alors ce que je regrette dans le bio, c'est que comme c'est un phénomène de mode, je parle côté industriel, côté vente en tout cas, c'est un phénomène de mode, on sait que les gens vont s'orienter. On ne leur explique pas que c'est un produit qui est très intéressant pour la terre, l'écologie, nos enfants, etc., etc. Donc on leur propose des produits bio qui répondent à des cahiers des charges qui ne répondent pas du tout à ceux que l'on a l'habitude de vivre en France. On n'a rien contre le bio en Chine, le bio en Russie, tout ça. Le problème, c'est qu'on a, un problème de cahier des charges, qui n'est pas tout à fait le même. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a beaucoup de frontières, et on sait que les escroqueries se passent souvent aux frontières par les changements de récépissé, de documents, d'une frontière à l'autre. Ça marche tellement bien qu'il y en a qui le font Italie, Hongrie, Hongrie, Turquie, Turquie, Hongrie, Hongrie, Italie, Italie, France. Super, on ne sait plus ce qu'il y a eu comme produit, on ne sait plus si la noisette elle vient de Turquie, parce qu'on a changé plusieurs fois de frontières, en fait, avec les récépissés. Donc, le problème du bio, c'est que, comme c'est un phénomène de mode, il faut faire très attention. Les grandes surfaces l'ont récupéré et proposent un prix d'appel, comme toujours, qui n'est pas cher. On va proposer... la pomme, c'est un mauvais exemple, parce que si, admettons, une pomme à 1,99 €, alors que j'ai vu des pommes à 5,99 € qui sortaient de la Drôme provençale à 69 centimes le kilo, qui finissent à 5,99 € en grande surface. Et en fait, ces produits-là sont des prix d'appel pour rassurer les gens sur la venue. Et une fois qu'ils sont là, on leur vend des produits, le tout bio, je dirais, ça manque d'éthique. Ça manque d'éthique. C'est un état d'esprit. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on me dit souvent, mais alors quelle est la différence avec les petits magasins bio? Alors, il y a à trier, mais très souvent, dans les petits magasins bio, on trouve des produits, alors on dit, mais il n'y en a pas assez, il n'y a pas mes marques. Mais c'est normal, parce que les magasins bio proposent souvent des produits éthiques. Au moment de faire leur achat, ils regardent qui est derrière. Ils vont jusqu'à la graine parfois, regarder si les produits sont de semences F1 et compagnie, qui sont des semences stériles. Ils regardent si c'est un grand groupe lié à Monsanto derrière. En fait, il y a le plus connu et le plus vieux des magasins bio qui est la Vie Claire, avait au moins je crois que c'est 73, la Vie Claire, le premier. Et en fait, ils travaillent énormément sur ça, sur le sourcing. Alors c'est vrai, ils ont 4 références d'un produit, 6 références. Ils n'en ont pas 22, parce qu'ils ont du mal à trouver des produits qui répondent à leurs critères. Et entre les deux, parce qu'il n'y a pas d'extrémisme, entre les deux, on retrouve des magasins bio qui veulent capter une clientèle. Donc ils ont des produits éthiques, et puis parfois d'autres, je ne trouve pas ça top. Donc à nous de continuer à lire les ingrédients et de regarder s'ils proposent un produit avec ce que j'appelle des ingrédients tip-top, s'ils commencent à faire des produits ultra transformés avec des mélanges de produits, ben oui, c'est du bio, mais j'en veux pas. Voilà. Donc, là on en arrive en fait à la question de l'éducation, parce que garder son libre arbitre et, disons, un sens critique en fait devant chaque produit qu'on achète, ça demande une certaine éducation du consommateur.
Est-ce que, ça on arrive à un des problèmes, des conséquences de l'alimentation industrielle, c'est devenu un marqueur sociétal, enfin un marqueur économique et sociétal. On sait que l'obésité, notamment, est un fléau qui est plus présent dans les couches sociales défavorisées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en fait sur cette problématique ? Oui, alors justement, on arrive, après avoir décrit comment on en est arrivé là et ce qu'on essaye de faire pour s'en sortir, on arrive à la conséquence, pardon, pas à la conclusion, enfin pas encore, c'est les conséquences de tout ça, c'est le coût de la malbouffe. Et ça coûte, parce que quand vous achetez quelque chose, vous pensez que vous payez cher ou pas cher, enfin vous êtes content quand c'est pas cher, que vous avez payé le prix d'un objet qui contient du pâté, un emballage, etc. En fait, je vais vous donner un exemple tout à fait simple. Le bœuf ou la vache, enfin ça, le coût du kilo de bœuf et de temps, je ne le sais pas par cœur, il y avait des agriculteurs tout à l'heure qui connaissent ça tout à fait sur le bout des doigts, et donc quand vous payez votre steak, vous avez payé un prix réel, que lui, vous avez décaissé, vous avez sorti votre carte bancaire ou votre liquide, et vous savez ce que vous avez payé. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que nous, la société, c'est-à-dire vous, l'État, vous avez payé tout le coût de la vache folle. Ça a été énorme. On a détruit des centaines de milliers de bêtes qui ont été payées par la collectivité. On a payé, donc on a dû en importer. On a payé toutes les conséquences de ça. Il y a eu des conséquences de maladie, c'est-à-dire qu'il y a eu des conséquences sur le budget de la sécurité sociale. Enfin, je cite cet exemple parce qu'il est extrêmement marquant et qu'on voit bien que dans le coût réel de votre steak, il y a à côté des tas de coûts que vous ne payez pas avec votre chéquier, mais que vous payez avec vos impôts. Alors, il y a plusieurs conséquences à ça. Il y a d'abord, tout à fait d'abord, et j'insiste avec un peu de violence là-dessus, et je vous prie de m'en excuser, mais je réagis comme ça, il y a d'abord des conséquences humaines. Tout le monde sait, parce que vous avez des campagnes là-dessus, et c'est normal, et j'approuve totalement ces campagnes, évidemment, qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, donc c'est affreux, mais on le sait. Est-ce que vous savez qu'un agriculteur se suicide 1 jour sur 2 ? Vous ne le savez pas. Il y a environ 180 suicides, oui, à peu près, enfin un peu moins de 200 suicides d'agriculteurs par an depuis plusieurs années, c'est-à-dire que tous les 2 jours, un agriculteur se suicide parce qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus parce qu'il ne gagne pas sa vie, il n'en peut plus parce qu'il n'arrive pas à faire face à ses échéances, parce qu'il ne prend jamais de vacances, parce qu'une administration parfois tatillonne, l'emmerde, comme disait Isabelle Saporta ou Stéphane tout à l'heure sur des détails dans son processus de production de lait ou de etc. Un suicide, ça a un coût sociétal énorme. Donc j'insiste là-dessus et je le mets en premier parce que c'est un coût qui n'est pas quantifiable, mais qui est horrible et qui est marquant pour une société comme la nôtre. Le deuxième coût sur le plan humain, c'est la perte d'emploi. Alors là, je peux parler, donc mon dernier métier, ça a été, comme vous l'avez dit tout à l'heure, restaurateur. Et ça se passe à Strasbourg, quand vous avez à un moment des problèmes pour trouver du personnel ou des problèmes pour produire, enfin il y a toujours des raisons à ça. Quand vous avez sur une zone donnée 3/4 de restaurants qui travaillent des plats cuisinés sous vide, donc de la cuisine en sachet, et qui les réchauffent et qui les servent, qui sont parfois de bonne qualité, je ne dis pas le contraire, mais ces plats ont une caractéristique. Ils ne sont pas produits ici en Alsace, et ils ne sont pas produits non plus en France. Ils sont produits dans des pays où la matière première est moins chère et où la main-d'œuvre est moins chère. Je pense évidemment aux pays de l'Est, aux pays de l'ancien bloc de l'Est, donc Hongrie, Pologne, Roumanie, etc.
chaque fois qu'on en vend, alors je ne mets pas en cause la qualité de ces produits, c'est un autre débat, mais chaque fois qu'on en vend, on détruit des emplois ici. Donc vous avez un coût induit en perte d'emploi qui me semble assez conséquent et qui conviendrait peut-être de chiffrer. Alors on a parlé tout à l'heure, et ça a un coût aussi, c'est la désertification des villes, et donc je dirais que c'est le coût humain et sociétal de la malbouffe, parce qu'on a ces principes auxquels on est arrivé maintenant en une cinquantaine d'années. Je vous ai parlé des années 70, le début du cycle, on est en 2020, ça fait donc, c'est pas vieux, comme vous disiez tout à l'heure, c'est à l'aune de l'histoire de l'humanité, c'est rien. Vous avez un coût économique, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais vous avez un coût économique. Les maladies engendrées par la malbouffe, dont notamment l'obésité, Et le diabète. Le diabète, les allergies, certains cancers, ça a un coût direct sur la sécurité sociale, c'est-à-dire que chaque fois que vous achetez un produit qui contient trop de sucre ou trop de gras saturés, vous le payez quelques euros ou parfois quelques centimes d'euros, mais vous ne payez pas la charge de sécurité sociale et de maladie qu'il y a dessus. Et je ne parle que de ça, parce que si je devais en plus dire que quand les gens sont malades, ils ne travaillent pas et qu'ils touchent des indemnités et que vous avez un coût énorme, en coût direct, on parlera peut-être de chiffres tout à l'heure. En tout cas, nous en avons quelques-uns, donc ce sont des milliards. Hein. Je ne parle pas de quelques millions d'euros, je parle en milliards d'euros. Donc ça doit être rajouté au coût. Et puis, je pense quand même qu'il y a un coût culturel, c'est-à-dire il y a une acculturation qui se produit. Alors ça, c'est pas quantifiable, mais je pense que c'est une conséquence qui me semble importante de perte de repères, notamment pour les jeunes qui perdent les repères, pour qui McDo est une culture d'origine américaine. McDo a aussi réussi parce que c'était pas seulement parce qu'il faisait des repas pas chers, c'était aussi parce qu'il vendait du rêve américain. C'était aussi une sorte de restaurant à thème américain. Donc les jeunes rêvaient de ça parce qu'ils voyaient à l'époque Elvis Presley, James Dean, et aujourd'hui la civilisation américaine qu'ils ne rejettent pas. Ils y adhèrent par la façon de boire du coca et de manger des hamburgers. Donc vous avez aussi cette acculturation qui est un coût, je dirais, indirect aussi. Alors il y a des coûts sociétaux, il y a des suicides, des pertes d'emploi, beaucoup. Vous avez un coût économique, directement lié notamment à certains budgets, et vous avez un coût culturel qui, à mon avis, est tout aussi important. Peut-être dans une deuxième partie de débat, mais vous voudrez sûrement compléter. On pourra parler un peu de chiffres, j'en ai quelques-uns, vous aussi, donc on va essayer d'en donner un petit peu. Oui. Je voulais juste une parenthèse sur McDo. Donc pour dire que McDo, s'ils ont réussi, en fait, ça s'est créé aux États-Unis. Et McDo n'avait rien d'extraordinaire par rapport aux autres, puisqu'il y avait 3 marques qui existaient déjà sur le marché. Et en fait, le patron de McDo de l'époque s'est rendu compte qu'il y avait un petit jeune qui travaillait dans un cinéma pas très loin. Et quand ce jeune travaillait, il y avait une vente de pop-corn qui explosait. Donc il est allé voir ce jeune commercial en lui disant: est-ce que ça te dirait de travailler pour moi pour McDo? Donc il est venu, et en effet, sur les 3 ou 4 déjà petites enseignes qu'il avait, c'était chaque fois que ce jeune était installé dans un McDo que ça fonctionnait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il animait le principe de vente, et ça n'existait pas. Ça a été la première technique. Mais la deuxième qui a fait la réputation mondiale de McDo, c'est qu'il s'est rendu compte que dans une tradition judéo-chrétienne, il n'est pas très bien vu de se resservir. Et ça, personne ne l'avait remarqué à part lui. Donc il s'est dit, puisque les gens ne veulent pas se lever pour reconsommer, on va leur proposer dès le départ le principe du un petit moment de honte et vite passé. Donc on a proposé les portions plus grandes. On prend la normale, ou discrètement on prend celle qui est au-dessus, ou discrètement celle qui est 2 sizes au-dessus. Et c'est ça qui a fait le succès de McDo dès le départ, parce qu'il est passé par un biais déporté sur ce système judéo-chrétien qui faisait que personne n'osait se lever pour aller manger une deuxième fois. C'est-à-dire pour racheter une deuxième fois? Oui, pour acheter une deuxième fois. Et donc, en fait, pour pas qu'ils se lèvent comme personne, ou très très peu de gens se levaient pour aller acheter,
Il s'est dit, puisque quand ils sont au comptoir, très discrètement, ils peuvent prendre la taille au-dessus de 1 ou 2 crans. Parce qu'au début, c'était un cran ou 2 crans. Maintenant, on a 4 crans, je crois. Et voilà. Et c'est ça qui a fait que, de suite, les gens se sont dit, mais c'est génial. Dès le comptoir, je peux manger beaucoup. Voilà. Ouais, justement. Alors ça, c'est quelque chose que vous dénoncez. Je voudrais aussi que vous en parliez sur la quantité déraisonnable de ce que l'on mange. Et vous, à ce sujet, j'aimerais vous demander, en fait, j'aimerais que vous nous racontiez surtout, parce que vous l'écrivez dans votre livre, comment est-ce que vous avez opéré ce changement radical personnel au niveau de votre alimentation. Vous ne mangez plus du tout de sucre. Je crois que vous avez banni le gluten. Oui, alors je vais Presque. Oui. Expliquez-nous. Oui. Mais notamment sur le sucre, c'est extrêmement intéressant parce que là, vous parlez vraiment de... Vous utilisez des termes très forts, hein, de guérison, d'addiction, etc. En fait, la logique alimentaire que j'explique dans ce livre n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on me renvoie parfois, n'est pas du tout extrémiste. Et j'explique un état. Cet état, je dis, aujourd'hui, il existe sur le marché des produits à base de blé, de produits céréaliers, je pense à ceux riches en gluten, les laits et les sucres. Le gluten, je fais 3 petites parenthèses pour qu'on comprenne bien hein, le principe. Le gluten, pourquoi ça pose un problème aujourd'hui? Pas parce que la nature a produit un gluten. Parce que le gluten que l'on consomme n'a plus rien à voir avec celui qu'on consommait il y a 25-30 ans, pour 3 raisons. La première est arrivée en 1780, quand on a inventé le tambour, pour raffiner. Produit extraordinaire, on arrivait à produire massivement et à bas coût une transformation de produits qui posaient problème lors des transports puisque les rats venaient attaquer les produits céréaliers. On n'a pas réalisé que si les rats ne venaient plus manger la farine, c'est parce qu'elle n'avait plus aucun intérêt nutritionnel. Les rats travaillent de façon très intuitive en fait. Donc déjà, premier problème, on a raffiné. Donc le peuple s'est dit, si les nobles commencent à manger cette farine blanche superbe, immaculée, etc., nous aussi on en veut. Et c'est là en fait que le changement s'est opéré. Le peuple a voulu manger la même farine que les nobles. Et il y a eu un inversement de production, on a produit de plus en plus de farine blanche. Donc déjà, farine blanche, plus de gluten. Deuxièmement, est arrivé les heures de travail. Et avec les heures de travail, qui est une avancée sociale extraordinaire, mais qui a eu là un tout petit travers. C'est que les boulangers ne pouvaient plus venir à 1h du matin pour travailler. Il fallait respecter des heures. Donc on les faisait venir vers 5h du matin. Il a fallu réinventer quelque chose. C'est le fameux pain qui doit reposer longtemps et travailler. On a inventé la baguette. La baguette, en fait, c'est une levée rapide qu'on a rendue de plus en plus rapide, jusqu'à avec des améliorants techniques. On en a droit à 300 et quelques améliorants techniques aujourd'hui dans le pain, sauf la baguette de tradition. Et en fait, ce pain-là a eu des levées de plus en plus rapides sur une farine blanche qui a encore augmenté la production de gluten parce qu'il n'y a pas la même réaction enzymatique que ce que le levain naturel et acide proposait. Ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème, c'est qu'à force de découvrir des farines blanches extraordinaires pour la pousser, on a inventé des produits à base de ça, comme par exemple le pain de mie, qui demande un taux de gluten de l'ordre de 22% dans le pain. Il faut que ça pousse, que ça pousse, que ça pousse. Sachant qu'un petit épeautre, c'est 7%. Et puis la quatrième raison du blé, c'est qu'il a fallu produire, reproduire, surproduire, et on a muté régulièrement et sélectionné les blés pour qu'ils soient de plus en plus rentables. Donc, problème de biodigestibilité, problème en fait de croisement de ces blés-là, ils produisent plus de gluten, et pendant les réactions du pain, le levain ne les mange plus. Alors vous me direz, j'achète du pain au levain, point. Attention, quand il y a marqué levain et pas naturel, c'est encore une entourloupe, c'est en vérité du levain fermentescible. On y a rajouté de la levure, mais la loi les autorise. Il faut qu'il y ait marqué, et j'insiste bien, pas quand vous le dites à l'oreille, c'est la loi, il faut l'écrire, levain naturel. Ou sinon, il y a de la levure dedans. Donc cette réaction est importante. Donc du coup, on s'est mis à manger un premier produit qui est génial, puisqu'il s'adapte à beaucoup de repas, il est pratique, il se transporte et il se conserve longtemps. Donc on a multiplié au début par 2, puis par 3, puis par 4, puis par 8 notre consommation de gluten. C'est là que devient le problème. Le deuxième problème, c'est le lait. Le lait fait débat, il y a des pour, il y a des contre, etc. Le problème du lait, ce n'est pas encore en soi le lait,
c'est la super vache qu'on appelle... la super vache, ce sont des vaches Primolstein qu'on a poussées à la production. Je suis désolé d'employer le terme, elles pissent du lait à raison de 70 litres par jour, qui est insipide, qui est extrêmement, beaucoup plus riche que la normale en IGF-1, qui est une hormone de croissance, et qui commence, et déjà, on en parlait il y a 15 ans, qui commence à poser problème. Le lait, en fait, c'est un produit qui a travaillé sur la rentabilité. Et c'est là où j'insiste, parce que je ne suis pas contre le lait, et je le dis, j'aimerais qu'on en boive 3 fois moins, au prix 3 fois plus cher. C'est-à-dire que le lait devrait être un aliment vraiment futile, très nécessaire. On a envie d'en boire, on en boit. Mais arrêtons les recommandations officielles qui en fait boire 3 fois par jour. Ça n'apportera pas le calcium estimé, etc., etc. Dans la nature, il y a énormément de produits qui contiennent du calcium. Je suis désolé, ce n'est jamais marqué dans les manuels que l'on trouve chez les médecins et les laboratoires. Il n'y a jamais mention qu'autre chose qu'un produit laitier. Donc, je trouve que c'est une information biaisée. On ne parle jamais de l'eau minérale, sans marque, on ne parle pas de l'eau du robinet, on ne parle pas des amandes, on ne parle pas de tous ces produits, le chou, etc., qui sont extrêmement riches. Et un autre produit qui est à la mode, qui s'appelle l'algue wakame, que l'on trouve dans les soupes miso, en cuisine japonaise, qui contient 13 fois plus de calcium qu'un verre de lait. Donc on n'en parle pas, et ça me gêne qu'on n'en parle pas. Donc vous... Non, j'allais dire, vous voyez, donc deuxième aspect... C'est aussi culturel, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a les amandes, par exemple, les amandes, il y a les graines de sésame, etc. Et le troisième, eh bien, c'est le sucre. Le sucre, c'est un produit qui est intéressant parce que nous sommes des mangeurs sociaux. Et quand nous sommes des mangeurs sociaux, on a envie de se faire plaisir. Le problème, c'est que le sucre, il est dans les produits cachés. Ça, c'est une chose, tout le monde en a entendu parler maintenant. Et c'est surtout que ce qui me gêne le plus, c'est qu'il y a maintenant 70 ans, une association américaine sucrière a décidé que pour défendre les intérêts de l'industrie sucrière américaine, elle allait porter un message disant que le sucre, c'est l'énergie et le gras, c'est pas bon. Et ce message-là a été porté d'abord aux États-Unis pendant une dizaine d'années. Alors, ce n'est pas du tout une histoire de complot, quoi que ce soit. C'est écrit noir sur blanc dans des rapports qui ont été retrouvés dans une bibliothèque au Minnesota et qui racontent clairement ce qui s'est passé. Ils sont ensuite partis en Europe, dont la France, pour révéhiculer ce message à travers ce que l'on appelle des experts en blouse blanche. Et ils mettaient, j'en ai retrouvé un qui date des années 70, un petit livret qui explique à la ménagère de moins de 50 ans qu'elle ne peut pas laisser son mari manger de la viande et des légumes parce qu'il y a mieux comme aliment, c'est les produits extrêmement sucrés, je cite, et qui dit votre enfant doit se coucher le soir avec un bol de lait chaud extrêmement sucré, ou sinon il risque l'anémie. Et on a propagé cette information comme quoi le sucre était un aliment, alors que ce n'est pas un aliment. Ce n'est pas un aliment, c'était une épice. Jusqu'au Moyen-Âge, on l'a consommé en France à raison de 800 grammes par an, et quand les lobbies se sont installés, on est passé à 36-45 kilos par an. Donc voilà, donc toujours pas dire surtout plus du sucre, etc. J'explique le plus clairement possible pourquoi ces produits me dérangent. Alors oui, je ne mange pas de sucre, mais je ne vais pas faire un bond et un salto arrière si on me sert un produit avec du sucre. Je reste poli avec les gens qui ne connaissent pas mes modes alimentaires. Je suis pas tout à fait partisan du petit sandwich le midi, je ne mange pas de pain, je ne mange pas de ces choses-là, parce que quand j'ai décidé d'en manger, je vais dans une super boulangerie à côté de chez moi qui produit un pain au levain, réaction enzymatique lente, fermentation lente, avec des produits sélectionnés, etc. Je me fais plaisir et j'achète du pain de Petit Épeautre qui est produit dans les Hautes-Alpes, dans le 04. Parce que le petit épeautre m'intéresse, c'est un blé qui n'a pas été touché par l'industrie agroalimentaire, c'est un blé authentique, on va dire, qui s'apparente plutôt à l'amidonnier. Et pour le troisième, le lait, en fait, non, je n'ai pas besoin de calcium pour mes os, non, c'est pas mon meilleur ami pour la vie. Quand je déciderai d'en boire, j'en boirai, parce que ça me fait plaisir, mais je n'en boirai pas à raison de 3 fois par jour, tel que on me le préconise. Et le lait transformé, parce que 3 fois par jour, c'est aussi en fait Alors, les produits laitiers. Oui, alors c'est vrai qu'il y a... Les yaourts. C'est vrai qu'il y a 3 gammes. Il y a les produits laitiers, il y a les yaourts et les fromages. Je ne mange que du fromage, raisonnablement, parce que c'est extrêmement riche en oméga 6. Enfin, en tout cas, c'est un aliment que l'on peut consommer. Et je voudrais rappeler à ce propos
que le fromage a été inventé dans le bassin méditerranéen et à particulier en Italie, et que les gens qui produisaient le fromage, on les appelait les chefs. Le chef a donné Kaiser en allemand, a donné César en Italie, et la césure. Et la caséine, pardon. Et la caséine. En fait, parce que celui dans le village qui faisait le fromage était un maître absolu. Pourquoi ? Parce qu'il arrivait à transformer un produit qui, à l'âge adulte, n'avait pas une biodigestibilité intéressante, en un produit qui devenait intéressant, puisque je vous rappelle qu'on utilise la caillette en fait, du veau pour cailler le lait, pour déjà le prédigérer. C'est ça le principe en fait, du fromage. Et les Italiens, il y a très 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 longtemps, les premières traces datent des milliers d'années, ont retrouvé des fromages, et c'était un personnage très important en fait. Celui qui fabriquait le fromage, qui arrivait à transformer presque un aliment non intéressant en aliment extrêmement intéressant. Il y a une tradition fromagère en France aussi. Mais oui, mais c'est pour ça que je la défends. Dans les montagnes. Bien sûr, bien sûr. Enfin, je défends la tradition fromagère non industrielle. Hein. Oui, ça, on avait compris. Ça. Parce qu'il y a des fromages, on ne sait plus. Hein. Ça, on avait compris. Donc, juste parce qu'on va bientôt terminer puis donner la parole à la salle, moi, je voudrais juste poser une question à tous les deux sur l'importance de la transmission de la culture alimentaire. Vous critiquez, et on entend très bien, donc, une certaine manière de manger qui est devenue, en tous les cas, néfaste pour la santé, qui a un coût pour soi-même en premier. Mais vous parliez de votre grand-mère. Il y a des tas de produits riches à base de crème, de lait, avec des lardons dessus même, et qu'on met après dans un four à bois. Voilà pour ce qui concerne l'Alsace. Donc il y a des tas de produits qui certainement sont trop riches ou sont pas comme il faudrait, bon, mais qui font partie de la culture, de sa propre culture, et qui sont transmis. Donc, oui. Il en faut. Je milite depuis plus de 15 ans pour des cours de cuisine. Soit à l'école, je n'y arrive pas, soit au sein du foyer, parce qu'on me dit je n'ai pas le temps. Donc j'ai accompagné énormément de personnes en difficulté sur ces sujets-là. Et ce qui revient tout le temps, c'est qu'une fois que l'enfant commence à cuisiner, c'est lui qui est vecteur en fait de solutions et qui porte ses parents jusqu'à la cuisine. Moi, j'en ai rencontré, ils avaient 5 ans, ils ont aujourd'hui 17 ans, et c'est eux qui continuent à être le moteur de la maison parce que les parents avaient abandonné. La cuisine est la meilleure. Alors, je ne dis pas de cuisiner 17 fois par jour, etc. Il y a des moments où on peut, des moments où on ne peut pas. Mais le fait de cuisiner apporte une culture de l'aliment qui fait que c'est le meilleur rempart contre la malbouffe. Et ça dérange terriblement, certainement certains politiques, puisque quand on a demandé est-ce qu'on peut mettre des cours de cuisine à l'école, c'était à Xavier Darcos à l'époque, il a répondu ce n'est pas une priorité. On n'a pas les mêmes priorités, je trouve. Oui, alors... Là, je voudrais une petite anecdote. À une période, un petit peu avant que je m'occupe de l'histoire de l'éthique alimentaire, mais dans le cadre d'actions, je dirais, proche des gens, j'avais organisé, en collaboration avec la municipalité, 3 cours de cuisine dans 3 zones difficiles. Et la thématique était très simple, c'est manger à 4 personnes pour 10 €, ce que faisait Coff à l'époque. Jean-Pierre Coff, donc Isabelle Saporta était là tout à l'heure, elle se souvient évidemment sûrement de ça. Alors les 3 expériences étaient sympas, mais il y en avait une qui était un peu plus sympa que les autres, c'était au fin fond du Neuhof, avec Émile Young, donc ça c'était valorisant, c'était pour dire avec monsieur Émile Young, 3 étoiles, très grand monsieur, peut aussi faire la cuisine pour 10 €. Et on avait fait ce qu'on appelle des Fleischnacker, enfin c'est un roulé de viande de bœuf, avec une pâte, de la salade, un dessert, et notre population était à dominante maghrébine, et les filles très très sympas ont dit non mais 10 € et on fait les courses, c'est pas possible. Alors on fait notre démonstration, on détaille tout, on détaille le prix, et elles disent ah oui, c'est vrai. Alors déjà elles ont fait un you d'honneur à Émile Young, fantastique, c'était un très beau moment. Ensuite elles nous ont dit mais on ne sait pas faire, on ne sait plus faire la cuisine, parce que nous quand on fait les courses, on achète des plats cuisinés. Alors je précise que c'était une population de femmes qui ne travaillaient pas du tout, c'est-à-dire elles n'allaient pas à l'usine ou rien, et dont les maris étaient souvent, enfin
30 ou 35% au chômage quand même. Donc, ce n'est pas une question de temps. C'était une question d'éducation. Elles ont dit, nos mères savaient, nous, on ne sait plus. Ça m'avait heurté. Je me dis, tiens, c'est dommage, parce que, alors là, on a peut-être suscité quelques petites vocations, mais je trouve que ça serait à continuer. Ça, c'est une expérience à continuer. C'est les meilleurs que j'ai vécus. Ouais, moi je trouve qu'il y a un retour de balancier aujourd'hui qui va dans le bon sens, dans le sens de tout ce que vous dites, puisqu'il y a profusion d'émissions culinaires qui sont très à la mode, que tous les jeunes adorent cuisiner, adorent regarder Top Chef. Et donc tout n'est pas perdu. Ça, c'est vrai que ça va dans le sens d'une meilleure éducation. Sauf quand les sponsors sont des produits industriels. Oui, en même temps, c'est pour que les gens achètent plus de nourriture, de cuisine. Vous avez un chef là dans votre livre, Thierry Marx, qui intervient. Voilà, qui est aussi certainement pas sponsorisé, c'est pas le problème, mais je veux dire, il n'a rien à vendre que ses propres qualités. Je voudrais juste, et on vous donne la parole, que vous nous donniez un peu quelques chiffres. Voilà. Alors oui, ce que j'avais noté, je les ai notés parce que de retenir les chiffres, c'est un peu compliqué, parce que c'est ça que je trouve intéressant, ils sont contradictoires parfois. Parce que ça dépend comment on positionne le curseur. Donc, je peux vous dire que le coût de la France pour l'assurance maladie, diabète, cholestérol, apnée du sommeil, maladie liée à l'obésité, c'est déclaré pour 5 milliards d'euros par an. Mais si vous maladies liées à l'obésité. Oui, maladies liées à l'obésité, l'apnée du sommeil, le diabète et le cholestérol. Mais après, quand vous regardez l'étude CNOP qui est en 2015 pour le Trésor public, donc le Trésor public s'intéresse aussi beaucoup à cette histoire de coûts, eux, ils ont d'autres chiffres. Ils ont les chiffres de 20 milliards pour la surcharge pondérale, donc on part à l'index de masse corporelle plus bas. Donc la surcharge est à 20 milliards, l'alcool est à 15 milliards et le tabac 26,6 milliards. Donc je trouve ces chiffres quand même assez éloquents, parce que le réflexe de formateur derrière tous ces chiffres, c'est de dire, vous voyez, ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes, la santé n'a pas de prix, mais elle a toujours un coût. Et le simple fait que je sois assis ici aujourd'hui avec vous, n'a pas de sens. En fait, on ne devrait pas être là en train de parler de l'alimentation. Ça devrait être un sujet qui devait être réglé depuis longtemps. Et ce coup-là, il est catastrophique et il commence à inquiéter les politiques. Je vous rappelle juste un chiffre sur 195 pays. Le paludisme, c'est 700 000 victimes. Le sida, c'est 1,2 million de trop aussi. Mais les habitudes alimentaires, il y a le tabac, l'alcool et la mauvaise alimentation, ce qu'ils appellent la malbouffe, c'est 39 millions. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors j'ai fait aussi j'arrive à peu près au même chiffre plutôt que le Trésor. Donc source, ce qui est publié sur Internet des comptes de la Sécurité sociale et de leur analyse, parce que tout le diabète n'est pas lié à la malbouffe, etc. Il y a l'obésité, oui, à 95%, mais pas les autres. Alors donc les chiffres trouvés sur Internet, donc accessibles à tous, j'arrive avec précision à 18,6 milliards d'euros de coûts sur des chiffres d'il y a 3 ans, parce que je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents, ce qui représente 13,7% du budget de la sécurité sociale. Donc si vous imputez ces coûts, donc vous les payez, hein, les coûts, c'est-à-dire que quand vous mangez mal, vous, par vos impôts, vous payez la cause des maladies qui sont induites du fait que vous mangez mal. Moi j'ai toujours pensé, ce sera sûrement un peu de militantisme pour moi, on est arrivé à faire payer à l'alcool par le biais de taxes les maladies liées à l'alcool. On est arrivé à faire payer au tabac par le biais de taxes les maladies liées au tabac. Pourquoi on ne se pose pas la question de la malbouffe en faisant payer à la malbouffe, mais ça ne sera pas en 3 jours. Hein. Il y a des questions de définition. Enfin, c'est pas évident à monter. Mais pourquoi on ne fait pas payer à la malbouffe le coût des maladies liées à la malbouffe? Oui, je suis d'accord avec vous, et je mettrai un bémol. Parce qu'on en avait parlé. Parce que je disais ce bémol-là, c'est que c'est un mauvais signal aussi aux consommateurs. On a l'impression que le gouvernement subit quand en fait il met une taxe. On ne sait plus quoi faire, donc on taxe. J'aimerais bien qu'une part de l'argent soit reversée à une association, une fédération, ce qu'ils veulent, qui permettent de donner de l'éducation. Est-ce que c'est normal que pour la semaine du goût dans les écoles, parce qu'on n'a pas d'argent, on laisse des kits pédagogiques fournis par des marques rentrer dans les écoles?
Heureusement, j'ai rencontré énormément d'instituteurs et de professeurs qui ne s'en servent pas. Parce que pour eux, le goût, ce n'est pas une chantilly sucrée, ce n'est pas une sucette, ça peut être aussi des lentilles ou des trucs comme ça. Mais c'est voilà un problème de coût. Alors, cette taxe est intéressante si elle est utilisée à bon escient pour rééduquer. Parce que si c'est que pour taxer, ben, en fait, on pousse le problème sur plusieurs générations. Il ne faut pas être répressif, il faut être Tout à fait, éducatif. tout à fait. Mais il faut bien trouver l'argent aussi. Bien sûr, c'est ça. J'ai même bémol, à quoi elle va servir, quoi. Merci beaucoup, messieurs. On peut les applaudir. Merci beaucoup Jean-Louis de Valmigère et Stéphane Guibaud. Et s'il y a des questions dans la salle, allez-y, c'est le moment. Voilà. On dit 2 questions. Allez, 2 questions parce qu'on a tenu. Madame au fond, là. J'ai une question par rapport au sucre. Le sucre qui se trouve dans le miel. Hein, je ne parle pas du miel trafiqué avec des lots de sucre, du vrai miel. Est-ce que c'est la même, disons, le mauvais sucre ou bien c'est autre chose, ce sucre-là? C'est une excellente question. Et je vais pas. On attend la deuxième question. La deuxième question. Bonsoir et merci aux intervenants pour vos informations qui sont très honnêtes. La question que je voulais poser, c'est concernant tout ce qui est blé. Étant donné qu'on sait que 90% c'est du blé transformé, on a du mal, nous, en tant que consommateurs, de trouver des vrais, on va dire, boulangers bio et respectueux vis-à-vis du blé en trouvant de l'ancien, parce qu'on peut trouver aussi de l'épeautre dans beaucoup de magasins bio, mais ne serait-ce pas un petit épeautre, par exemple, moderne, comme on pourrait dire pour les fruits ou les légumes qui sont modernes et donc qui n'ont plus autant de nutriments que les ancêtres. Et peut-on trouver aussi les adresses, parce que finalement, pour l'instant, on n'est pas très bien informé. On est informé que finalement le blé n'est pas bon pour la santé, en gros, mais finalement, si on veut se faire plaisir, on ne sait pas où aller. Voilà. D'accord. Merci. Alors sur le miel. Sur le miel. La question est très intéressante. Je ne vais pas me faire que des amis sur cette question-là, puisque je vais casser un mythe. Le sucre, ok, c'est le saccharose, tout le monde l'a compris, les consommations, etc. Il y a un fantasme sur le miel, parce qu'il est produit par l'abeille, qui détermine que c'est un sucre qui est différent des autres. Le problème du miel, c'est encore une fois, il est utilisé par analogie. On mangeait 50 grammes de sucre de saccharose, on le remplace par le miel. Je vais revenir sur l'histoire des quantités. Le miel, c'est du fructose. Essentiellement du fructose. Quand c'est du vrai, hein, c'est essentiellement du fructose. Aujourd'hui, sous couvert de tous les scientifiques avec qui j'ai travaillé sur ce sujet-là, sur les livres, c'est le fructose, c'est le sucre qui pose les problèmes métaboliques les plus graves. Parce qu'il n'est pas métabolisé par le foie, donc vous ne vous voyez pas grossir, comme vous ne vous voyez pas grossir quand vous êtes alerté. C'est trop tard. J'ai caricaturé pour expliquer, mais c'est un peu trop tard. C'est le gros problème du fructose. C'est un fruit naturel qui est très intéressant quand l'être humain en mange avec plaisir de temps en temps. Les fruits, le miel ne sont pas des aliments sains. Ce sont des aliments utiles, nécessaires. Donc on ne donne pas à un enfant du miel, des fruits, surtout des jus de fruits, en quantité, pensant que c'est une alternative qualitative. Et pour étayer cette histoire-là, je suis allé regarder la façon dont les Égyptiens mangeaient. Quand vous voyez Toutankhamon et toute la famille, ils sont très très minces et très longiformes. Alors que quand vous ouvrez les cercueils, ils sont petits, très gros, et ils sont artérosclérosés. On a passé des examens sur ces gens-là. C'est une étude qui a été faite en Égypte il y a pas très longtemps, il y a moins d'une dizaine d'années, qui démontrait que ces gens-là mangeaient du pain, du miel, quasiment tout le temps. Donc, la parcimonie, oui. Encore une fois, le miel, je trouve que c'est un produit qui est excellent, mais je me méfie des discours ou des réflexes analogiques de dire « j'ai compris, j'arrête le miel, je passe plus qu'aux fruits ».
Le deuxième problème du miel, comme les jus de fruits, c'est que ce sont des sucres liquides. Et quand ça rentre dans votre organisme, le principe, la glande qui est le pancréas, va plus facilement analyser cet excédent de sucre et va le transformer en insuline. Et on tombe dans le principe de surproduction d'insuline qui fait qu'au bout d'un moment, on a j'ai plus trouvé le terme. Merci, voilà, une résistance à l'insuline. Mais les gens qui mangent normalement des aliments n'ont pas ce problème-là. C'est ceux qui travaillent. Alors, j'ai exactement le même problème avec le sirop d'agave. Le sirop d'agave, c'est un sucre liquide très riche en fructose. Surtout pas se dire, je fais toutes mes pâtisseries, mes desserts, mes gâteaux, enfin tout ça, plus qu'au sirop d'agave, parce qu'on m'a dit que c'est plus du saccharose. C'est ça le problème. Et la deuxième question, c'était concernant le blé. Alors oui, en effet, épeautre et petit épeautre ne sont pas du tout les mêmes choses. Épeautre, ça ressemble beaucoup plus au froment qui est le blé moderne actuel. Le petit épeautre, c'est un blé ancestral qu'on retrouve aussi sous une autre forme qui est le blé du Nil, qui est aujourd'hui racheté par des Américains, qui s'appelle le blé Khorasan ou le Kamut. Il faut savoir que le petit épeautre, je réponds à la dame, le petit épeautre, aujourd'hui, je ne connais pas en fait de produit qui soit moderne à base de petit épeautre. Il existe un produit industriel qui s'appelle le triticale, que l'on ne trouve pas à l'état naturel, qui est juste utilisé pour les industries, qui est un mélange de seigle, je crois, et de blé. Je ne sais plus, je crois que c'est ça, seigle et blé. Mais sinon, le petit épeautre, il répond à un cahier des charges très précis, et à ma connaissance et à la connaissance de tous les agriculteurs que j'ai interrogés, aujourd'hui, il n'existe pas de petit épeautre industriel. Merci Stéphane Merci. Guibaud et merci Jean-Louis de Valmigère.